Yoris Kadel Doualatio et M. Malik Djelou. Aujourd'hui, c'est pour donc soutenir votre thème intitulé Tests et mesures du niveau de radiation électromagnétique rayonnée par les télécommunications dans la ville de Dakar pour en juillet et décembre pour l'obtention de diplôme de master professionnel. La règle du jeu, c'est on vous donne 15 à 20 minutes pour votre exposé et s'il y a des démonstrations à faire, donc on peut aller jusqu'à 30 minutes. S'il n'y en a pas, donc on peut s'arrêter à 20. Ensuite, le jury composé de Dr Adraman Diallo que vous connaissez et qui est aussi votre directeur de mémoire et de M. Oumar Ndiaye que vous connaissez et de moi-même Barry. Donc vont prendre la parole un à un pour poser des questions et vous faire des remarques par rapport aux documents. Donc sans tarder, vous avez la parole. Chers invités, chers assistants, bonjour. C'est pour nous un très grand honneur de vous présenter aujourd'hui les résultats de nos travaux réalisés dans le cadre de notre stage de fin de formation pour l'obtention de notre diplôme de master professionnel en télécommunications et réseaux. Ces travaux ont été réalisés sous le thème Tests et mesures du niveau de radiation électromagnétique rayonnée par les télécommunications dans la ville de Dakar. Ils ont été réalisés par M. Urish Karel Doualan Tio, M. Malik Djedou et moi-même, Hissène Chebou. Ces travaux ont été encadrés par le Dr Abdelrahman Diallo. Nous avons effectué ces travaux au niveau du département recherche et développement et enseignement à distance de l'École supérieure multinationale de télécommunications. Notre présentation portera sur 5 principaux points. Tout d'abord, après la problématique, nous vous présenterons la méthodologie que nous avons utilisée. Suivra les résultats que nous avons obtenus et nous vous présenterons enfin les recommandations avant la conclusion générale. Sans tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet avec la problématique. Merci, M. Hissène. Avec le développement rapide du secteur des télécommunications, nous sommes passés de quelques dizaines d'utilisateurs à des centaines de milliers à travers le monde. Les opérateurs poursuivent cette demande sans cesse croissante des services de télécommunications est obligé d'augmenter à son tour le nombre d'antennes pour assurer la couverture. Et ce nombre d'antennes croissant n'est pas sans générer des inquiétudes au niveau de la population. Les inquiétudes sont surtout des inquiétudes sanitaires. Ainsi, nous pouvons citer à court terme des maux de tête, les troubles du sommeil, les pertes de la concentration, et j'en passe. À long terme, nous pouvons citer le cancer du cerveau, le cancer du sang, les malformations, et j'en passe. Et notre travail a pour objectif d'étudier l'utilisation du téléphone mobile par les Dakarois. Ensuite, nous allons vérifier le respect des normes pour voir est-ce que ces antennes de télécommunication, les niveaux de puissance rayonnée, est-ce que c'est dangereux pour la population ou pas, est-ce que ça respecte les normes. Ensuite, nous ferons la cartographie des radiations électromagnétiques. Donc, pour cela, nous allons appliquer la démarche suivante qui consiste à faire l'état des lieux sur les champs électromagnétiques. Ensuite, nous ferons l'apprentissage et l'utilisation des différents équipements. Nous allons prendre en charge les équipements. Et enfin, nous allons réaliser le sondage dans la ville de Dakar pour enfin faire les opérations de tests et mesures, le traitement et l'interprétation des données et enfin la cartographie. Je passe la parole à Ulrich pour vous présenter les résultats. Merci. Cette méthodologie nous a conduit aux résultats suivants que nous vous présenterons en 3 principaux points, à savoir les résultats des sondages, les résultats des tests et mesures et enfin la cartographie. Parlant des résultats des sondages, il était important pour nous
avant d'effectuer les tests et mesures proprement dit, tout d'abord, d'essayer de savoir quelle utilisation la population réserve fait des télécommunications, fait des équipements de télécommunications, afin de voir quels sont les risques auxquels ils s'exposent. Ceci dit, nous avons procédé par la méthode suivante. On a eu à faire un sondage durant la période allant du 3 au 27 septembre 2013. L'équipe était constituée de nous trois et la méthode utilisée était la méthode sondage probabiliste qui consiste à, dans la population, accorder la même chance à tout le monde qui fait partie de notre échantillon. Concrètement, nous distribuons des fiches de 19 questions que les enquêtés étaient chargés de répondre sans contrainte aucune. Les résultats ainsi obtenus étaient exportés dans un cluster Excel pour y être traités. Les zones choisies pour notre sondage étaient les suivantes: UCAD, ISM, Plateau, Lycée Kennedy, Mermoz, Anne-Mariste. La taille de l'échantillon a été fixée à 550 personnes. Comme je vous l'ai dit au départ, nous avons eu 19 questions, mais pour les contraintes de temps, nous allons juste choisir quelques, à savoir les plus pertinentes que nous vous présenterons ici. La première que nous vous présenterons, c'est la durée d'utilisation des différents services. Comme vous savez, le téléphone est utilisé pour plusieurs services, à savoir émission d'appel, réception, écoute de radio, musique, applications, jeux divers. Avant de vous présenter ce graphe, je tiens à vous signaler que en émission d'appel, nous émettons avec une puissance supérieure à la réception d'appel. Ceci dit, on crée un champ magnétique qui peut causer des dégâts que mon camarade a cité plus tôt. Donc, ce graphe nous montre que plus de 35% de la population enquêtée effectue des appels d'une durée journalière variant entre 10 et 30 minutes. Nous remarquons aussi qu'environ 17% effectuent des appels d'une durée supérieure à 60 minutes. Des appels émis, autant pour moi. Nous remarquons aussi que plus de 40% reçoivent des appels d'une durée comprise entre 10 et 30 minutes. Dans cette catégorie, nous avons eu beaucoup de femmes. Nous pouvons nous en réjouir lorsque nous savons que cette femme porte en elle la vie, et le fait qu'elle ne soit pas autant exposée que ceux qui émettent, on peut s'en réjouir de cela. Parlant des autres services tels que la musique et la radio. La musique, on s'est rendu compte que plus que la plupart de ceux qui écoutaient la musique donc cette musique était au préalable enregistrée dans le téléphone, dont il n'émettait aucune onde, dont il n'était pas nocif pour la santé. Par contre, la radio, émettant sur une fréquence, est aussi nocive que les appels émis et les appels reçus. Ce graphe nous montre que environ 30% de la population enquêtée écoutait la radio plus de 60 minutes par jour au moins. Lorsque nous regardons un individu qui émet des appels durant plus de 60 minutes et qui reçoit aussi écoute aussi la radio durant un temps pratiquement égal, c'est, comment je vais dire, une classe à risque. Le deuxième graphe que nous vous présenterons est l'utilisation des kits mains libres. Qu'entend-on par kit main libre? Un kit main libre, c'est tout simplement un écouteur. Et à quoi est-ce qu'il sert? Techniquement, il sert à éviter que le téléphone soit en contact de la peau, parce que quand le téléphone est en contact de la peau, il peut créer des rougeurs, et en contact de la peau et même du cœur, et bref, près du corps, il peut causer des rougeurs, à la longue des cancers et des maladies cardio-respiratoires. Avec un kit main libre, le téléphone n'est pas en contact de la peau. Mais nous remarquons que plus de 50% de la population enquêtée reste sceptique à cet équipement-là. Mais 40% nous ont dit qu'ils utilisaient des kits filaires et une infime minorité utilise des kits Bluetooth. Notons que le Bluetooth émet aussi sur une fréquence, donc crée un champ électromagnétique qui reste nocif pour la santé. Donc nous déconseillons l'usage des kits Bluetooth. Le troisième graphe est le portable à la portée des enfants. Des études ont démontré que les enfants sont 10 fois plus exposés aux ondes, absorbent 10 fois plus d'ondes que les adultes. Donc, et quand nous savons que cette population est née, que ceux qui sont considérés comme enfants aujourd'hui sont nés avec ces ondes, ils ont grandi. S'il y a des risques de cancer d'ici 30 ans, ils sont les plus exposés. Donc, il est déconseillé aux femmes enceintes et aux enfants de rester pendant longtemps exposés aux champs électromagnétiques. Notre étude nous a permis de nous rendre compte que plus de 60% de la population enquêtée ne laisse pas son portable à la portée des enfants. 17% laissent son téléphone à la portée des enfants pour une durée inférieure à 10 minutes
et une minorité trouve que le téléphone est une occupation pour les enfants. Enfin, nous vous parlerons de la mobilité. Qu'entend-on par mobilité? Mobilité, c'est quelqu'un qui se déplace à la vitesse d'un véhicule, pour ne pas dire quelqu'un qui se déplace en véhicule. Avant de vous présenter cette partie, il est important de vous rappeler la notion de cage de Faraday. Une cage de Faraday est une boîte métallique qui ne laisse pas sortir les ondes électromagnétiques. La voiture est une cage de Faraday semi-parfaite, puisqu'il y a des fenêtres qui ne laissent pas puisqu'il y a des fenêtres qui laissent sortir les ondes électromagnétiques. Lorsque nous sommes en déplacement dans un véhicule, la voiture, le téléphone, pour se connecter à la BTS, émet à une fréquence, à une puissance élevée. Augmenter à cela le fait que l'onde doit sortir, il émet à une puissance plus élevée pour sortir du véhicule et pour se connecter à la BTS. Le problème, c'est qu'une grande partie de cette onde est reflétée sur le plafond et revient sur les occupants de la voiture. Donc, lorsque nous appelons dans un véhicule, c'est à la fois nocif pour nous, mais aussi pour tous ceux qui sont dans le véhicule. On appelle cela le phénomène de téléphonie passive. Notre graphe nous montre que plus de 70% de la population enquêtée effectue moins de 25% de leurs appels en mobilité. Une fois ces résultats présentés, je vais céder la parole à mon camarade Malik pour vous présenter les résultats des tests et mesures. Merci. Après les sondages effectués au niveau de la ville, nous avons effectué les mesures du champ électromagnétique. Et les mesures sont déroulées de la période du 10 au 25 novembre entre 15h et 17h pour garder une cohérence au niveau de la propagation. Les équipements utilisés sont l'EMI-SPY pour les hautes fréquences et l'EMI-GUARD pour les basses fréquences et le GPS pour le positionnement. Rappelons que lorsque nous parlons des basses fréquences, nous parlons essentiellement du 50 Hz. Et lorsque nous parlons des hautes fréquences, nous parlons des fréquences allant de 88 MHz à 2,5 GHz. La procédure utilisée est in situ DR15, mis en place par les Français, et nous avons respecté les normes de l'International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, la protection contre les ondes non ionisantes. Ensuite, les zones choisies sont les suivantes, Immeuble Québec, U4, RTS. Pourquoi avons-nous choisi ces zones? Parce que ce sont les zones qui ont été ciblées par l'ARTP comme étant les zones les plus irradiées. Parlons des basses fréquences. Au niveau des basses fréquences, nous avons eu des valeurs significatives au niveau de la zone de l'immeuble Québec, au niveau de la zone de Maris, autant pour moi. Et là, nous observons une première variation allant jusqu'à une valeur de 12,5 volts par mètre. Là, nous sommes juste passés sous les lignes haute tension et nous sommes allés vers la mosquée de Maris. Après, nous voyons qu'il n'y a pas de champ après les lignes haute tension. Ensuite, nous avons choisi de suivre les lignes haute tension pour voir ce que ça donnait un peu. Et là, nous avons eu une valeur allant jusqu'à 35,9 volts par mètre, ce qui peut être dangereux pour la population parce qu'il y a des activités sous ces lignes haute tension. Après les basses fréquences, nous avons fait les mesures au niveau des hautes fréquences. Nous avons choisi la zone de Médina parce que c'est un quartier populaire. Et là, nous avons en haut à droite les différentes bandes de fréquences et leurs couleurs pour les représenter au niveau de cette zone-là où les valeurs effectives ont été enregistrées. Et là, la population peut être tranquille parce que les valeurs sont faibles et respectent les normes, tournent autour de 1,90 volts par mètre. Après la zone de Médina, nous sommes passés à la zone de l'immeuble Québec. Et là, nous avons eu le maximum de nos mesures. Si vous observez, la cage du FM est colorée en rouge, ce qui explique qu'il y a eu un dépassement de seuil. Et lorsque le seuil est dépassé, la cage est colorée en rouge et le total est coloré en jaune pour indiquer que le total a été sous-estimé. Là, nous sommes au niveau de l'immeuble Québec. Ceci aussi peut être un danger pour la population. La valeur tourne autour de 10,02 volts par mètre. Ceci n'est pas la valeur réelle. Nous avons eu la valeur réelle après qui tourne autour de 10,4 volts par mètre. Après la zone de l'immeuble Québec, nous sommes passés à la zone de l'hôpital principal. Et là, nous pouvons nous réjouir des valeurs que nous observons qui sont extrêmement faibles. Parce que là, les malades n'ont pas besoin d'être irradiés par les ondes électromagnétiques. Donc là, je laisse la parole à Hussein pour parler des résultats de la cartographie. Pour la cartographie, en fait, il s'agissait ici de représenter les valeurs mesurées en fonction de leurs coordonnées géographiques. Donc, pour cela, nous avons choisi de les représenter, de les mettre en ligne. Et pour ce choix, nous avons utilisé plusieurs outils. Nous avons donc utilisé
comme base avec laquelle nous allons développer notre application avec d'autres applications par le système de gestion de contenu qui est SPIP. Pour les données, nous avions utilisé le système de gestion de contenu, le système de gestion de base de données, autant pour moi MySQL. Ici, c'était en fait, dans un premier temps, pour enregistrer les données relatives au système de gestion de contenu et dans un second point, pour enregistrer aussi les coordonnées géographiques des différents points. Nous avons aussi utilisé un serveur de cartographie. Il s'agissait en fait de Google Maps et de OpenStreetMap qui allaient nous fournir en fait les fonds de cartes pour pouvoir positionner les mesures prises. Nous avons aussi utilisé une bibliothèque JavaScript pour mettre de l'interactivité sur les fonds de cartes. Nous allons passer, il s'agissait en fait pour la bibliothèque interactive de leaflet.js. Nous allons passer à la démonstration de la cartographie. Donc ici, après avoir accédé à la page, on peut remarquer, bon, pour ceux qui connaissent la ville de Dakar, déjà le plan qu'on appelle la carte de Dakar. Ici, on remarque directement un ensemble d'outils qui sont à notre disposition, qui nous permettent de zoomer, de dézoomer, de changer de zoomer par exemple, ou bien de dézoomer, de changer le fond de carte. Et enfin, on remarque aussi sur le fond de la carte les différents points. Je vais revenir au commandant. Donc ici, nous remarquons ici en fait des marqueurs qui sont en fait les points. Nous avons pris des mesures. Donc ici, pour avoir un peu plus d'informations sur une des mesures effectuées, il suffit simplement de faire un clic sur l'un des marqueurs. On tombe en fait sur une fenêtre qui nous donne un peu plus d'informations sur la mesure. Donc ici, on peut remarquer que c'était une mesure qui avait été effectuée à la date du 24/10/2013 entre 15h41 et 15h47. Et ça a été effectué au niveau de la zone de l'aéroport. Nous avons aussi l'adresse géographique. Et on a aussi, ce qui est plus important ici, la valeur qui a été mesurée. Nous remarquons ici que nous avons eu une valeur de 0,37 volts par mètre. Ça, c'est la moyenne en 6 minutes que nous avons. C'est la moyenne du champ en 6 minutes. On peut aussi avoir un peu plus de détails sur cette mesure pour avoir, par exemple, l'apport des différentes bandes de fréquences. Par exemple, ici, en fait, c'est l'apport des différentes bandes de fréquences au niveau de cette valeur-là. Donc, ici sont les valeurs en millivolts par mètre, alors que pour la valeur d'expression, nous avons en volts par mètre. Donc, nous avons aussi la possibilité de pouvoir classifier encore les mesures effectuées suivant un seuil, suivant le seuil, la norme. Donc, en fait, par exemple, en cliquant ici, on voit directement, c'est une classification qui a été faite suivant un ordre de couleur. Donc, par exemple, ici, nous avions pour les valeurs qui font moins de 5% du seuil de la valeur normale, de moins de 10% du seuil, et 15%, moins 20%, ou plus de 50% du seuil. Donc, ici, on peut remarquer directement que la grande majorité des valeurs que nous avons prises, que la valeur était assez faible. Ils sont de moins de 5% du seuil normal. Et on peut aussi remarquer quelques valeurs, qui sont un peu plus grandes que les autres. Par exemple, en zoomant, on peut remarquer par exemple ces deux valeurs. Nous avons eu en fait une valeur qui atteignait 6,76 volts par mètre. Il s'agissait ici en fait, comme je disais tout à l'heure, de la valeur moyenne en 6 minutes. Donc on peut remarquer pour les détails que la bande de fréquence qui a le plus grand apport dans cette valeur est la bande FM. Il faut dire que nous avons effectué ces mesures, et ces mesures sur une assez courte durée et sur la ville de Dakar.
s'ils avaient été faits sur une longue durée et sur plusieurs villes, cela nous permettrait d'avoir peut-être à utiliser plusieurs filtres. Par exemple, des filtres sur la période, des filtres sur le lieu, les filtres en fonction de la bande de fréquence aussi. Donc, je suis à la fin de la présentation. Je vais passer la parole à mon camarade pour vous présenter les recommandations. Au terme de ces mesures, comme vous l'avez constaté, de façon générale, le niveau du signal reste limité dans la ville de Dakar. Néanmoins, on a tenu à émettre des recommandations afin de surveiller cela. La première est une campagne d'information sur les risques encourus par les populations, notamment la sensibilisation sur l'utilisation prolongée du téléphone. Il est à rappeler que l'OMS recommande 3 minutes d'appel toutes les 2 heures, donc environ 30 minutes de cumul journalier. Ensuite, nous demandons de prévenir l'utilisation des téléphones par les plus petits et les femmes enceintes et la limitation de l'exposition des zones sensibles du corps humain, à savoir la tête, le cœur et les organes génitaux. Nous demandons aussi aux populations de limiter le nombre de téléphones portables parce que chaque téléphone crée un champ électromagnétique autour de nous. Donc si nous avons 4 téléphones, on est en présence de 4 champs électromagnétiques. Nous demandons aussi des mesures restrictives sur l'importation des téléphones. Je vais m'arrêter sur ce point et vous parler un peu de la notion de DAS, qui signifie densité d'absorption spécifique, qui nous donne en fait la quantité d'énergie que peut absorber le corps, que génère chaque téléphone et qui est absorbé par le corps humain, en grammes. Lorsque un téléphone ne respecte aucune norme, rien ne nous garantit qu'il a un DAS accepté par une organisation. Enfin, nous demandons la mise en place d'un observatoire pour surveiller tout ce qui a été dit plus haut et surtout pour étendre notre travail, non pas seulement à certains points, mais à toute la ville de Dakar, si possible à tout le Sénégal. Cette étude qui parachève notre formation a été une aventure humaine très intéressante. Il nous a été demandé de faire l'étude des niveaux de radiation électromagnétique dans la ville de Dakar. Et pour ce faire, nous avons fait d'abord l'état des lieux, nous avons pris en charge les équipements, nous avons émis des recommandations. Avec l'arrivée de la 4G au Sénégal, le niveau d'exposition de la population va augmenter. Donc, nous recommandons au Sénégal, au Sénégal, de mettre en place des normes, parce que le pays où nous sommes, il n'y a pas de normes au niveau des radiations électromagnétiques. Sur ce, je vous remercie et nous sommes ouverts à vos questions, suggestions et remarques. Merci, monsieur. Vous êtes resté dans le temps imparti. Et félicitations pour cet exposé. Donc, nous allons donc passer à la deuxième phase. Ça veut dire que questions, réponses et remarques. Je vais commencer par monsieur Ndiaye. Merci, monsieur Barry. Vous avez le socle, hein, si vous pouvez vous le mettez, s'il vous plaît. Je ne peux pas. Voilà. Si vous tenez à ce qu'on parle au micro, donc le micro doit être fixé. Voilà, merci. Si vous pouvez, parce que j'aurai des questions par rapport. Non, vous pouvez me mettre là, mais j'ai besoin de. OK. Voilà, donc je félicite nos 3 candidats pour leur présentation, qui du reste a respecté les normes en termes de timing, en termes d'occupation d'espace. Donc j'ai vu que vous avez eu de bonnes phases de transition entre vous, donc ça c'est une performance, parce que présenter à 3, ce n'est pas évident, effectivement. Alors, la première chose, je pense qu'il faut nuancer un peu vos termes tout de même, parce que j'ai entendu des choses comme des cancers et autres. Sachez que dans la salle, il y a des profanes, il y a des gens qui ne s'y connaissent pas. Je pense qu'il faut être très nuancé par rapport à ça. Hein? Rien ne prouve qu'il y ait ces problèmes-là. Il y a des études en cours depuis des années, mais venir devant une assistance, parler de maladies,
En tout cas, moi, je n'ai pas vu vraiment de personnes souffrir de ces aspects, même si on soupçonne des choses, mais je pense que ce langage doit être un peu modéré. Je pense que ça, c'est important. OK. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Bon, j'ai cru comprendre même à un moment quelqu'un qui dit « les malades n'ont pas besoin d'être irradiés ». Comme si certaines populations demandent d'être irradiées. Je ne sais plus, je pense que si je me trompe, c'est M. Diédiou qui parle d'études dans la zone de l'hôpital. Les malades n'ont pas besoin d'être irradiés. Bon, je pense que... Voilà. OK. Bon, maintenant, je vais venir au niveau du document. Le document, dans l'ensemble, est bien rédigé aussi. Ça respecte les normes d'écriture en termes de police de caractère, en termes de justification, d'illustration, bien illustré. Encore des fautes tout de même, mais bon, on ne peut pas fournir un document sans faute. Mais à 3, je pense que vous aurez pu encore relire pour amoindrir les fautes. Il y a quelques fautes. Maintenant, je vais le parcourir très rapidement. En commençant par les remerciements, je rappelle que M. Cissé n'est pas le chef de département de radiocommunication à l'ARTP. Ce département n'existe même pas. Donc, il s'occupe d'autres choses. Essayez d'actualiser vos données. Ça, c'est pas bon. Il y a des termes aussi pas très adéquats. Vous dites, par exemple, au niveau de l'introduction, chaîne de radiocommunication, de radiodiffusion et télévision. Vous parlez de service, je suppose, parce que je rappelle que la télévision fait partie de la radiodiffusion. La radiodiffusion, qui est le service conventionnel, comprend le service de radiodiffusion sonore, par exemple la bande FM, et radiodiffusion visuelle, la télévision. Mais si vous écrivez les chaînes de radiodiffusion et la télévision, c'est comme si la télévision ne faisait pas partie. Je pense que... OK, donc ça, par rapport à la page 13, problématique, vous dites ça aussi en langage qui n'est pas très clair. Vous dites à un moment, régime d'utilisation suivant différentes conditions telles que le mode appel ou réception. Quelle est la différence? Qu'est-ce que vous appelez mode appel ou réception? Est-ce que dans appel, c'est quelque chose seulement, je ne sais pas, qu'est-ce que vous appelez appel ou réception? C'est comme s'il y a deux modes, mode réception et mode appel. Si c'est le cas, essayez de m'expliquer quelle est la différence entre ce que vous appelez vous, mode appel ou réception. Alors, là aussi, votre organigramme, moi je ne comprends pas. Vous avez fait un stage à l'SMT, on vous a donné l'organigramme. Et vous semblez critiquer l'organigramme pour dire que non, nous proposons ça. Je pense que ce n'est pas l'objet de votre étude. Excusez-moi, mais vous venez dans une structure, c'est comme si vous faites un stage, je ne sais où, à la Sonatel, à la Sénélec, on vous donne l'organigramme. Au lieu de vous occuper du travail pour lequel vous êtes là, vous êtes en train de critiquer l'organisation. Bon, ça peut toujours se faire, mais j'avoue que cette partie-là, moi, je ne vois pas son intérêt dans ce document. Donc, vous dites proposition d'amendement entourant l'organigramme de l'SMT. Bon, moi, je ne comprends pas. Ça, vraiment, je ne vois pas du tout son intérêt. Vous l'avez repris. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous prenez master spécialisé, vous le décalez. C'est tout. Et vous pensez que ça, c'est une nouvelle organisation. Parce que pour vous, il y a master. C'est comme si les masters spécialisés sont à un niveau supérieur par rapport au master pro. Ce n'est pas dans ce cadre-là qu'on l'a fait. Donc, c'est ce que j'ai vu entre la première organisation qui est l'organisation de l'SMT et l'organigramme que vous proposez. Vous prenez tout simplement master spécialisé, vous le décalez, vous mettez master en haut. Qu'est-ce que ça change? Je pense que ça, c'est pas... Déjà, cette critique n'est pas fondée et cette critique n'a pas de sens à ce niveau-là. Et je rappelle que vraiment, vous n'êtes pas là pour parler de l'organisation de l'SMT. Je pense que vous avez d'autres chats à fouetter, excusez-moi. OK, bon, mais bon, c'est pas... Allez, on va rentrer dans le travail. Assez intéressant, j'avoue, j'ai lu. Alors, la première remarque, vous allez essayer de m'expliquer quel est le lien entre l'étude que vous avez faite, l'étude de terrain, l'enquête, vous avez émis des fiches d'enquête, et les résultats. Parce que moi, je m'attendais à ce qu'il y ait des liens, je ne vois pas. Votre étude, votre travail s'appelle quoi? C'est
teste et mesure le niveau de radiation électromagnétique rayonnée par les télécommunications dans la ville de Dakar. Encore que, si vous voyez bien le document, le thème que vous avez donné ici et ce que vous avez écrit, c'est différent. Là aussi, j'attire votre attention. Parce que là, il est rajouté courant juillet à décembre 2013. Ce que vous avez écrit ici, ça n'apparaît pas. Quel est le bon sujet? Est-ce que vous avez changé de thème entre-temps? Je ne sais pas, mais ce n'est pas la même chose. En tout cas, moi, je ne vois même pas l'intérêt de mettre courant juillet à décembre. Donc, je pense qu'il fallait l'enlever, mais dans le document que vous nous avez donné, c'est différent de ça. Mais alors, ma question est de savoir quel est le lien entre l'enquête de terrain que vous avez eu à faire et les résultats des mesures que vous êtes arrivés. Est-ce qu'il y a un lien? Parce que là, votre travail, c'est limité à des tests et mesures. L'enquête, ça a apporté quoi? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Essayez de m'expliquer. Moi, je ne vois pas. Alors, vos tableaux donnés en page 29, c'est intéressant. Vous donnez des tableaux avec, pour chaque type de population, que ce soit les travailleurs ou la population générale, par domaine de fréquence, la densité de courant, dans le corps entier, au niveau de la tête, du tronc, ainsi de suite. Mais quelles sont les origines de ces tableaux? Ça vient d'où? Les références. En parlant des références, vous avez remarqué, est-ce que vous avez fait une bibliographie? Non, pas une bibliographie, un glossaire. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'un glossaire? Ça apparaît dans votre document, vous avez un glossaire? DAS, ça signifie quoi? DAS. C'est un exemple parmi tant d'autres. Hein? Vous notez, hein? Votre document, un document technique comme ça doit avoir un glossaire. Chaque fois que vous rencontrez un terme technique, vous retournez au glossaire pour voir, mais moi je ne l'ai pas vu. Donc j'étais étonné. Dès que j'ai commencé à voir des termes, je me suis dit, je vais voir au glossaire, je ne vois rien. Hein? Donc il faut rajouter un glossaire. Mais ces tableaux que vous donnez, il serait intéressant de nous dire les références, ça vient d'où? Ça a été publié par quelle organisation? Hein? Là, vous donnez juste des tableaux, mais vous ne nous dites pas leur origine. OK? Alors, à partir de la page 33, vous donnez aussi, bon, vous montrez des photos, ça n'a pas trop d'intérêt pour nous dire la mise en marche des équipements. Bon, moi, je pense que cette partie serait bien en annexe. Hein. Je ne vois pas l'intérêt à ce niveau-là de montrer que des photos hein, de la valise. De l'autre côté, on montre des photos, même accrochées au niveau des ceintures de l'utilisateur, ainsi de suite. Donc, ces ensembles de photos, vous les mettez en annexe. Hein. Ça n'a aucun intérêt à ce niveau-là de les mettre. OK? Alors, à un moment aussi, vous avez fait un peu trop de description de la page 38 à la page 46. Bon, juste pour décrire les valises et autres. Bon, ça, je ne vois pas non plus tellement l'intérêt. Ça ressemble beaucoup plus à un travail de technicien. Hein. Vous êtes des niveaux ingénieur master. Hein. On vous attend dans la conception, hein, dans l'interprétation des résultats, plutôt que d'écrire. Hein, ça, c'est la description des équipements. Le niveau de volteur, ainsi de suite. Bon, lancement, comment on lance l'équipement, bon, ça, c'est pas vraiment un travail de master. Ça, c'est un travail de DTS, de technicien. Hein? Si vous voulez le faire, bon, vous le mettez en annexe, mais ça n'a aucun intérêt. Après avoir expliqué les principes de base, vous rentrez là où on vous attend, la conception. Hein? Vous êtes un niveau Bac plus 5. C'est là où on vous attend. Alors, maintenant, par rapport à cette conception, j'ai quelques questions. À la page 56, vous dites qu'il y a, déjà la façon dont vous l'avez écrit, hein, il y a plus de risques encourus en émettant un signal qu'en recevant. Essayez d'expliquer d'où vient cette assertion que vous dites. Hein. Alors, vous dites, bon, là, c'est par rapport à ces termes un peu forts que vous utilisez, toujours au niveau de la page 56, connaissant les risques, entre parenthèses, stérilité, qu'elles encourent, nous pouvons nous féliciter de cette remarque. Cette remarque, c'était quoi? Que les femmes utilisent moins le téléphone, ou je ne sais pas, hein, ou en moins de temps, c'est ça? Vous dites que, donc, d'après votre enquête, les femmes utilisent moins le téléphone ou beaucoup moins de longtemps, donc il n'y a pas de risque de stérilité. Déjà, ce problème de maladie, je ne sais pas où est-ce que vous l'avez tiré pour dire que... Hein,
Alors, toujours au niveau de la page 56, voilà ce que vous dites. Il est à noter que les fréquences utilisées par les fréquences FM, hein, les fréquences utilisées par les fréquences, bon, ça, c'est pas du bon français, FM, émettent de façon générale plus de radiation que celles utilisées par les opérateurs téléphoniques. C'est ce que vous dites, hein? Essayez de nous expliquer, hein, qu'est-ce que vous voulez dire à ce niveau-là. Alors, à la page suivante, voilà ce que vous dites. Alors, les conséquences des radiations en fonction de l'heure n'étant pas encore clairement établies, d'autant plus que les mesures de nuit n'ont pas été effectuées. Vous n'avez pas effectué de mesures en nuit. Il est à noter néanmoins que l'ionosphère plus basse la nuit affecte la propagation des zones et pourrait déplacer les zones à forte radiation. Vous confirmez cette assertion? Donc, vous allez vous expliquer par rapport à cela. Bon, il y a des termes aussi hein, que vous répétez. Ceci dit, par exemple, en page 61, ceci dit, et ça, ce n'est pas du français, ceci dit. Hein, vous le répétez plusieurs fois, mais je l'ai trouvé entre les pages 61 et 62. Chaque fois, vous commencez, ceci dit. Hein? Donc ça, ce n'est pas du français. Alors, notre étude a besoin d'une grande partie de nos personnes interrogées. Alors, voilà aussi ce que vous dites en page 63. Notre étude a permis de constater qu'une grande partie des personnes interrogées affirment ne pas utiliser le téléphone, des téléphones contrefaits. Qu'est-ce que vous appelez des téléphones contrefaits déjà? Et s'approvisionnent dans les boutiques. Alors, c'est comme s'il y avait un marché de téléphones contrefaits au Sénégal qu'on ne vend pas dans les boutiques. On les vend où? Et ça vient d'où ces téléphones contrefaits? Donc, vous faites votre enquête, vous demandez, les gens vous disent « Ah, nous achetons des téléphones qui ne sont pas contrefaits. » Et on les achète dans les boutiques. Et donc, vous, votre conclusion, la majorité des Sénégalais utilisent des téléphones qui ne sont pas... Donc, qu'est-ce que c'est que des téléphones contrefaits? Et qu'est-ce que c'est que les fameuses boutiques où on ne vend pas de téléphones contrefaits? En tout cas, moi, ça m'intéresse. Hein? Alors, je vais aller... Bon, votre étude, donc vous commencez par donner les champs. Vous avez fait, hein, bon, c'est assez intéressant tout de même. Vous avez ciblé des zones, hein. Vous avez effectué des prélèvements. Mais bon, chaque fois, vous dites que dans ces figures, nous constatons que le champ est faible. Ça tourne autour, par exemple, à la page 67, autour de 10,4 volts par mètre. Bon, 10,4 volts par mètre, il faut dire par rapport à quoi vous dites que c'est faible. 10,4 volts par mètre, ça peut être élevé aussi. C'est par rapport à un certain niveau de référence. Je suppose que c'est comme à la conclusion de la page 68, vous dites qu'est-ce que nous pouvons dire que nous constatons que les champs électromagnétiques basse fréquence n'ont d'influence que sur les milieux proches, c'est-à-dire à des distances d'environ 8 mètres. C'est-à-dire que si vous habitez, il y a une haute tension, si vous êtes au-delà de 8 mètres, vous ne risquez rien, d'après ce que vous dites. Il faut être vraiment sous la haute tension pour risquer quelque chose. Vous êtes juste à 8 mètres. Que dit la norme par rapport à ça? Je trouve que 8 mètres, ce n'est rien. Par rapport à ces 40